5 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour Adlen Ischer. Ce physicien franco-algérien détaché au CERN de Genève a été condamné par la justice française pour avoir échangé des mails équivoques. Certains évoquaient de possibles attentats avec un responsable présumé d'AQMI. Charles Taylor, lui, devrait être fixé sur son sort à la fin du mois. Il y a 8 jours, l'ancien président du Libéria a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il pourrait écoper d'une peine de 80 ans de prison. C'est ce qu'a requis l'accusation. Le président ukrainien Viktor Yanukovych avait promis une enquête sur les violences que Yulia Tymoshenko affirme avoir subies en prison. Le parquet ukrainien s'y refuse aujourd'hui et rejette les accusations de l'opposante ukrainienne, aujourd'hui malade et en grève de la faim. Elle vient d'être acceptée d'être soignée en Ukraine par un médecin allemand. Et cette affaire crée des turbulences politiques à quelques semaines du coup d'envoi de l'Euro 2012 de football en Ukraine et en Pologne. On en parle dans l'Histoire en marche avec Thomas Snegarov. Donc bonjour Thomas, l'affaire est sérieuse puisque l'Allemagne monte au créneau, l'Union européenne aussi. Est-ce qu'il y a une menace de boycott de cette compétition footballistique ? Alors sportivement, certainement pas. Il n'y a aucune fédération nationale qui a annoncé qu'elle ferait un boycott sportif. En revanche, effectivement, il risque d'y avoir des places vides, peut-être ça vous intéresse, dans les tribunes officielles, puisque toute la Commission européenne et certains gouvernements ont annoncé qu'ils ne viendraient pas lors des matchs ayant lieu en Ukraine, parce que l'Euro est organisé conjointement en Ukraine et en Pologne. Donc pas de menace sur l'épreuve sportive, mais effectivement politiquement, en revanche, des questions qui sont posées. Et cette histoire de boycott rappelle, je crois, s'il en était besoin encore, de dire, et finalement, sauf à se bercer d'illusions, qu'on ne peut pas déconnecter le sport et la politique. J'ai noté une phrase de Vladimir Poutine qui souvent a beaucoup d'humour. Je parle vraiment au second degré. Lui qui avait expliqué, notamment hier, je crois, qu'il était prêt à prendre en Russie Yulia Tymoshenko, donc grande adversaire pourtant du régime russe, pour la soigner dans un hôpital de Moscou. Et Vladimir Poutine a déclaré hier qu'aucune circonstance ne permet que l'on mêle le sport à des questions politiques. Évidemment, en disant cela, il fait de la politique, puisque qu'est-ce qu'il fait ? Il veut uniquement soutenir le régime ukrainien, très favorable à Moscou, un régime qui avait souhaité faire de cet événement, de cet Euro, une vitrine pour le monde, montrer que c'était un État banalisé, normalisé, et ainsi espérer se servir de cet événement pour donner un visage, disons, favorable à l'échelle mondiale. Et on voit, en fait, aujourd'hui, permettez-moi l'expression, que l'arroseur est un petit peu arrosé. C'est-à-dire que ce genre de manifestation sportive, grande manifestation, c'est du football, ça peut être les Jeux Olympiques aussi, ça permet de redorer son image. Donc il y a vraiment une dimension politique. Oui, en fait, il y a deux dimensions. Il y a d'un côté, effectivement, vous avez raison, une hyper-politisation qui est certainement liée à la médiatisation. Plus l'événement est médiatisé, plus évidemment, le pays qui l'organise a tendance à vouloir en faire, finalement, un événement à sa gloire. Je rappellerai historiquement que les premiers Jeux Olympiques hyper-politisés sont ceux de 1936 à Berlin, lorsque Adolf Hitler, le Führer, c'est pas lui qui avait obtenu les Jeux Olympiques, c'était du temps du régime précédent, de la République de Weimar, mais lui-même avait fait de ces Jeux Olympiques, dont on voit des images, un événement à la gloire du nazisme et aussi un événement qui permettait à la nation allemande de se souder derrière le nouveau régime. Il n'y a pas que des événements dramatiques, il y a aussi eu des moments où, lors des épreuves olympiques, comme c'est une caisse de résonance mondiale, des mouvements politiques se sont emparés de l'événement pour exister. C'est le cas, par exemple, en 1968, du podium très célèbre du 200 mètres en athlétisme, où le numéro 2, le numéro 1 et le numéro 3 américains lèvent le poing au ciel pour signifier leur désaccord avec la politique menée aux États-Unis en faveur des Noirs américains. Plus grave peut-être, 4 ans plus tard, lors des Jeux Olympiques de Munich, c'est une organisation terroriste qui prendra en otage des athlètes et des membres de la délégation israélienne, aboutissant à un carnage au final. Donc on voit effectivement une hyper-politisation. On l'a vu même encore il y a quelques semaines, lors des JO de Bahreïn. Du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Bahreïn avait souhaité faire de ce Grand Prix de Formule 1 une formidable vitrine pour son régime. Et puis évidemment, les opposants ont profité des caméras du monde entier pour faire entendre leurs revendications. Alors, il y a un côté paradoxal, c'est-à-dire que quand les manifestations sportives commencent, on oublie tout. En fait, c'est un moment un peu de détente, une parenthèse enchantée. Exactement. Et ça, c'est pas nouveau. Cette dépolitisation du sport, elle est pas nouvelle. Et elle vient effectivement un peu en contradiction avec l'hyperpolitisation. Juvénal, très très vieil auteur du IIe siècle après Jésus-Christ, disait, vous savez, donner aux citoyens romains du pain et des jeux,
et ils ne demanderont pas de liberté. Donc il y a ce paradoxe effectivement d'une hyper-politisation de l'événement, mais une fois que l'épreuve commence, il y a une dépolitisation. On l'a vu lors des JO de Pékin en 2008, les épreuves commençant, on a oublié les Tibétains, et là on voit bien la stratégie des opposants au régime en Ukraine, qui font beaucoup d'agitation aujourd'hui parce qu'ils savent que dès que les épreuves vont commencer, dès que les matchs vont commencer, je crois que les gens n'auront qu'une seule chose en tête, la victoire de leur équipe favorite. Donc on oubliera l'affaire Timochenko. Je pense que c'est un risque. Le boycott n'a de valeur que dans la menace, bien plus que dans son exécution réelle. Merci Thomas et à la semaine prochaine.